Fanta n'avait jamais imaginé une ville comme Lagos. Quand le bus franchit les premières entrées de la métropole, elle eut l'impression de pénétrer dans un autre monde. Des routes saturées de voitures, des immeubles qui semblaient toucher le ciel, des vendeurs ambulants coincés entre les klaxons, la chaleur lourde mêlée à l'odeur de l'essence. Rien ne ressemblait à son village, où le temps avançait lentement et où le silence faisait partie du quotidien. Elle avait quitté ce village à l'aube, après avoir embrassé sa mère et promis de revenir avec de quoi améliorer leur vie. On lui avait dit que Lagos était dure, mais qu'elle récompensait ceux qui acceptaient de souffrir. Fanta avait 17 ans et croyait encore que le travail suffisait pour s'en sortir. Une connaissance de son oncle lui avait trouvé une place comme domestique chez Alhaji Musa Adewale, un homme d'affaires puissant, propriétaire de plusieurs sociétés, régulièrement cité dans les journaux. La villa se trouvait dans un quartier sécurisé, loin du chaos des rues populaires. Hautes grilles, caméras, gardes armés. Dès qu'elle franchit le portail, Fanta comprit qu'elle entrait dans un monde où l'argent commandait tout. À l'intérieur, le luxe était froid. Sols en marbre, murs immaculés, climatisation constante. On lui montra sa petite chambre derrière la cuisine. Sans fenêtre. Juste assez grande pour un lit et une armoire. Travaille bien, et tu seras payé, lui dit la responsable du personnel sans émotion. Les premiers jours furent épuisants. Fanta nettoyait, cuisinait, lavait, sans jamais se plaindre. Elle observait en silence. Elle appelait sa mère le soir, disant que tout allait bien. Elle ne voulait pas inquiéter ceux qu'elle avait laissés derrière. Puis elle remarqua le regard d'Alhaji Adewale. Un regard qui ne ressemblait pas à celui des autres hommes. Trop insistant. Trop évaluateur. Il la faisait appeler sans raison précise, demandait qu'elle lui serve personnellement certaines choses. S'approchait trop près. Elle sentait un malaise, mais n'osait pas en parler. À Lagos, perdre son emploi, c'était risquer de disparaître. Une nuit, alors que la villa était silencieuse et que la pluie tombait sur les vitres, il la fit venir dans son bureau. La porte se referma derrière elle. Ce soir-là, Fanta comprit que Lagos pouvait détruire aussi vite qu'elle promettait de sauver. Après cette nuit-là, Fanta continua à travailler comme si rien ne s'était produit. C'était la loi non écrite de la villa, ne jamais parler. Les murs étaient trop propres pour garder des traces, et l'argent effaçait tout ce qui dérangeait. Alhaji Adewale agissait comme si tout était normal. Il souriait devant les invités, parlait de morale à la télévision, finançait des œuvres caritatives. Aux yeux du monde, il était irréprochable. À l'intérieur de la maison, il exerçait un pouvoir silencieux, absolu. Il continuait de l'appeler. Toujours sans brutalité visible. Toujours avec la certitude qu'elle ne pouvait rien refuser. Fanta évitait son regard, exécutait les ordres, rentrait dans sa chambre en silence. Les autres employés savaient. Ils savaient tous. Mais à Lagos, chacun protège sa survie. Les semaines passèrent, lourdes. Puis le corps de Fanta commença à changer. Elle était fatiguée, nauséeuse, étourdie. Elle n'eut pas besoin de tests pour comprendre. La vérité s'imposa à elle comme un coup. Elle était enceinte. La panique la submergea. Elle pensa à sa mère, à son village, à la honte, au rejet. Elle pensa surtout à Alhaji Adewale. Quand il l'apprit, son visage ne montra aucune surprise. Seulement un calcul froid. Ce problème doit être réglé, dit-il calmement. Il lui interdit de sortir, limita ses contacts, surveilla ses déplacements. Fanta devint invisible, enfermée dans la villa comme un secret gênant. Elle mangeait seule. Dorm eit mal. Pleura souvent, mais toujours sans bruit. Un soir, elle osa demander. Et l'enfant? Il la fixa longuement. Il n'existera pas. À Lagos, il savait comment faire disparaître les choses. Les gens. Les preuves. Ce jour-là, Fanta comprit que la ville n'était pas seulement bruyante. Elle savait aussi tuer en silence. À Lagos, rien ne disparaît par hasard. Quand une chose s'efface, c'est qu'une autre l'a écrasée. Fanta comprit très vite que sa grossesse était devenue un problème logistique, pas humain. Alhaji Adewale ne cria pas. Il n'insulta pas. Il fit ce qu'il faisait toujours, il organisa. Les appels commencèrent tôt le matin. Des conversations courtes. Des mots codés. Situation, solution, discretion. Fanta n'était plus une personne, mais un dossier à régler avant qu'il ne fasse du bruit. La villa se transforma en prison feutrée.
Le gardien vérifiait ses sorties. La gouvernante évitait désormais de lui parler. Les autres employés changeaient de pièce quand elle arrivait. Un soir, on lui annonça qu'elle devait se rendre dans une clinique privée, pour des examens. Une voiture noire l'attendait au portail. À l'intérieur, l'air était froid, l'odeur du cuir étouffante. Personne ne lui posa de questions. Personne ne lui demanda son avis. La clinique se trouvait à l'écart, derrière une façade moderne et propre. À l'intérieur, tout semblait légal. Trop légal. Les infirmières souriaient sans chaleur. Le médecin ne la regarda pas dans les yeux. « Vous êtes jeune, dit-il. Ce genre de choses arrive. » Fanta comprit que, ce genre de choses, signifiait qu'on allait décider à sa place. Elle refusa. Elle cria. Pour la première fois depuis son arrivée à Lagos, elle éleva la voix. On la fit taire avec des mots, puis avec la peur. Mais l'intervention n'eut pas lieu. Quelque chose bloqua. Un document manquant. Un risque juridique. Le médecin recula. Alaji Adewale n'aimait pas les risques. Le plan changea. Le lendemain, on lui annonça qu'elle serait renvoyée au village, discrètement, avec un peu d'argent. Fanta comprit alors la vraie nature de la disparition organisée. On ne la tuerait pas. On l'effacerait. La nuit suivante, elle fut conduite hors de Lagos, loin des quartiers éclairés, vers une zone périphérique où la ville se défait. La voiture s'arrêta près d'un terrain vague, non loin d'une route secondaire. « Descends », ordonna le chauffeur sans émotion. On lui jeta un sac contenant quelques vêtements et de l'argent. La voiture repartit aussitôt. Sans un regard. Fanta resta seule, enceinte, au bord d'une ville qui ne la reconnaissait plus. À l'aube, Alaji Adewale déclara à son personnel que la domestique avait quitté son poste sans prévenir. À Lagos, personne ne posa de questions. Lagos ne pardonne pas, mais elle laisse parfois une chance à ceux qui refusent de mourir. Fanta passa la première nuit à même le sol, grelottante, terrifiée. Les bruits de la ville étaient différents ici, plus sourds, plus menaçants. Des chiens aboyaient au loin. Des motos passaient sans s'arrêter. Au matin, elle marcha. Sans direction précise. Elle suivit les gens, comme on suit un courant. Dans un quartier populaire, elle s'effondra devant une petite boutique. Une femme la remarqua. Elle s'appelait Mama Teni. Elle avait vu trop de filles abandonnées pour détourner le regard. Mama Teni l'emmena chez elle. Une pièce unique, bruyante, vivante. Fanta raconta tout. Pour la première fois. Sans embellir. Sans taire. Mama Teni ne posa qu'une seule question. « Tu veux vivre ?» Fanta hocha la tête. Les mois suivants furent les plus durs de sa vie. Elle travailla dans la rue, vendit de l'eau, nettoya des étals, dormit peu. Lagos la frappait chaque jour, mais elle tenait. Pour l'enfant. La grossesse avançait. Le passé la hantait. Elle évitait les quartiers riches, les villas, les voitures noires. Elle savait que l'argent pouvait la rattraper. L'enfant naquit une nuit de chaleur étouffante. Une fille. Fanta pleura longtemps. Pas de joie pure. Un mélange de peur, d'amour, de fatigue. Elle l'appela Sira. Elle ne retourna jamais au village. Trop de honte. Trop de silence là-bas aussi. Elle resta à Lagos, invisible parmi des millions d'invisibles. Elle éleva sa fille avec une seule règle, ne jamais dépendre d'un homme puissant. Les années passèrent. Fanta tomba malade, usée trop tôt par la vie urbaine. Avant de mourir, elle prit la main de Sira et lui dit « Lagos t'apprendra à te battre. Mais un jour, tu devras regarder le passé en face. » Sira elle grandit. Suivit ses études et devenue forte. Et Lagos, qui avait tenté d'engloutir sa mère, allait un jour être témoin de la chute de l'homme qui croyait pouvoir tout effacer. Le passé ne revient jamais en criant. Il revient doucement, presque poliment, quand on pense enfin l'avoir laissé derrière soi. Sira le comprit le jour où Lagos, qu'elle croyait connaître, lui renvoya un visage familier. Elle avait grandi dans les quartiers populaires, appris à se débrouiller tôt, étudié avec acharnement. Grâce à une bourse et à des nuits sans sommeil, elle était devenue journaliste stagiaire dans une rédaction locale. Lagos était une jungle, mais elle avait appris à y marcher sans baisser les yeux. Elle enquêtait sur les abus de pouvoir, les expulsions illégales, les entreprises écrans. Elle savait que les histoires dangereuses étaient celles qui ne laissaient aucune trace.
Un matin, son rédacteur en chef lui confia un dossier sensible. Un portrait élogieux d'un grand homme d'affaires, Alhaji Musa Adewale, pressenti pour une nomination politique importante. Sira ouvrit le dossier sans méfiance. Puis son regard s'arrêta sur une photo. Elle sentit son souffle se couper. Le visage avait vieilli, mais les traits étaient là. Le même regard froid. La même posture d'homme sûr de son impunité. Une nausée monta. Des images qu'elle ne comprenait pas enfant revinrent brutalement. Les silences de sa mère, la peur inexplicable des villas riches, la haine muette des voitures noires. Elle passa la journée à lutter contre ce malaise. Le soir, elle fouilla dans les rares affaires de sa mère qu'elle avait conservées. Des notes désordonnées. Un nom revenait, écrit plusieurs fois, tremblant, Adewale. La vérité commençait à prendre forme. Sira interroga discretement Mama Teng. La vieille femme comprit immédiatement. Elle hésita longtemps, puis parla. De la villa. De la grossesse. De la clinique. De l'abandon sur une route périphérique. Elle parla aussi de la peur qui avait suivi, de la nécessité de disparaître pour survivre. Sira resta silenciosa. Chaque mot était une pièce du puzzle qui s'emboîtait douloureusement. Elle comprit que sa naissance n'était pas un accident, mais un crime mal terminé. Et que l'homme que la gosse applaudissait avait tenté d'effacer sa mère comme on efface une ligne gênante dans un rapport. Cette nuit-là, Sira ne dormit pas. Elle regarda les lumières de la gosse et comprit une chose essentielle. Le secret n'était jamais mort. Il avait simplement attendu qu'elle soit assez forte pour le porter. Sira savait que dénoncer un homme comme Alhaji Adewale à Lagos était dangereux. Il avait des avocats, des relations, de l'argent. Beaucoup d'argent. La vérité seule ne suffisait pas. Il fallait des preuves. Et du courage. Elle enquêta pendant des mois. Dossiers médicaux falsifiés. Témoignages d'anciens employés. Transactions suspectes vers des cliniques privées. Peu à peu, un schéma apparut. Ce n'était pas un cas isolé. D'autres femmes. D'autres silences. D'autres disparitions maquillées en départ volontaire. Quand elle eut assez d'éléments, la rédaction hésita. Publier signifiait des pressions, des menaces, peut-être pire. Sarah insista. Elle mit son nom. Son visage. Sa voix. L'article sortit un lundi matin. Lagos explosa. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les journaux internationaux relayèrent l'affaire. Des femmes commencèrent à parler. Des témoignages sortirent de l'ombre. Ce qui avait été effacé pendant des années revenait brutalement à la surface. Alhaji Adewale nia. Puis attaqua en justice. Puis tenta de fuir. Trop tard. Les autorités, sous pression médiatique, ouvrirent une enquête. Les comptes furent gelés. Les partenaires se retirèrent. Les portes se fermèrent une à une. Lors d'une conférence de presse improvisée, Sira parla publiquement. Elle raconta l'histoire de sa mère. Sans larmes. Sans colère apparente. Juste la vérité. La gosse protège les riches tant que le silence tient. Aujourd'hui, ce silence est brisé. Adewale fut arrêté quelques semaines plus tard. Son image s'effondra. Ses villas furent perquisitionnées. Les mêmes murs blancs qui avaient tout absorbé durent enfin rendre des comptes. Pour Sira, la victoire n'était pas personnelle. Elle savait que la justice serait longue, imparfaite. Mais la gosse avait entendu. Et cela ne pouvait plus être effacé. Le secret était revenu. Et cette fois, il parlait à voix haute. Quand Alhaji Musa Adewale comprit qu'il ne s'en sortirait pas, il était déjà trop tard. La gosse avait changé de posture. Ce n'était plus une ville curieuse, mais une ville en colère. Les preuves accumulées par Sira avaient ouvert une brèche que même ses avocats les plus chers ne parvenaient plus à colmater. L'enquête judiciaire prit une ampleur nationale. Ce qui devait être une affaire d'abus devint un dossier tentaculaire. Corruption, trafic d'influence, falsification de documents médicaux, intimidation de témoins, détournement de fonds. Chaque semaine, un nouveau chef d'accusation apparaissait. Chaque semaine, son empire se fissurait un peu plus. Adewale fut placé en détention provisoire stricte, sans privilège. Plus de bureaux climatisés. Plus de téléphones personnels. Plus de visiteurs choisis. Pour la première fois, il partageait l'espace avec des hommes qu'il avait toujours méprisés. La promiscuité, le bruit,
L'attente interminable devint sa nouvelle réalité. Le procès dura des mois. Longs. Brutos. Les témoignages s'enchaînaient. Femmes brisées. Anciens employés terrorisés. Médecins contraints d'avouer. Chaque voix ajoutait une couche de honte à son nom. Adewale tenta encore de nier, puis de minimiser. Mais ses mots sonnaient creux. L'image de l'homme respectable avait disparu. Le verdict fut sans appel. 25 ans de prison ferme, sans possibilité d'aménagement avant une longue période incompressible. Reconnaissance officielle de violences sexuelles aggravées et abus de pouvoir systémique. Dans la salle, personne n'applaudit. Ce n'était pas une victoire. C'était un constat. Un système venait de perdre l'un de ses piliers. La prison n'était qu'un début. La véritable punition d'Adewale fut économique. Totale. Definitive. L'État ordonna la confiscation intégrale de ses biens. Villas. Comptes offshore. Entreprises. Actions. Tout fut gelé, puis saisi. Les immeubles qu'il avait fait construire furent repris. Ses sociétés furent démantelées. Certaines fermées. D'autres revendues pour financer des programmes sociaux. Ses anciens partenaires se retournèrent contre lui. Les mêmes qui riaient à ses tables nièrent l'avoir connu. À Lagos, la loyauté ne survit pas à la chute. Son nom devint toxique. Les banques effacèrent toute trace de collaboration. Les écoles privées refusèrent d'accueillir les enfants portant son nom. Les institutions culturelles retirèrent ses plaques de mécène. Comme s'il n'avait jamais existé. Mais la décision la plus lourde fut symbolique. Ses entreprises furent renommées. Toute mention publique de son nom fut retirée des archives officielles. L'homme qui voulait effacer les autres fut effacé à son tour. En prison, Adewale suivait les informations à la télévision commune. Il voyait son nom apparaître encore et encore. Mais jamais pour les raisons qu'il avait connues. Plus d'éloges. Plus de respect. Seulement des rappels de ses crimes. Des documentaires furent produits. Des articles universitaires. Des enquêtes internationales. Son cas devint un exemple, un avertissement. On enseignait son histoire dans les écoles de journalisme, de droit, de sciences politiques. Il tenta d'écrire. Deseaste failler. Personne ne publia ses mots. Ses anciens amis ne vinrent jamais lui rendre visite. Sa famille changea de nom. Certains quittèrent le pays. D'autres rompirent tout contact. Il mourait lentement, entouré de vivants mais profondément seul. Ce fut là sa vraie punition, être vivant, conscient et inutile. Fanta n'a jamais vu Lagos applaudir la condamnation d'Alhaji Musa Adewale. Elle n'a jamais entendu le verdict. Mais sa vie a provoqué quelque chose de plus durable qu'une peine de prison. Elle a laissé une trace. Sa fille, Sira, n'a pas détruit un homme. Elle a détruit une illusion, celle que l'argent protège de tout. Celle que le silence est éternel. Celle que les puissants écrivent seuls l'histoire. Le message est clair, brutal, impossible à adoucir. On peut acheter des corps. On peut acheter des silences. Mais on ne peut pas acheter l'oubli quand la vérité est dite. À Lagos, une ville immense et indifférente, un empire est tombé non pas par la violence, mais par la parole. Et tant qu'une seule personne refusera de se taire, aucune richesse ne sera jamais assez grande pour étouffer la vérité.